Passons à la deuxième partie de ce chapitre, qui concerne la manipulation d'informations binaires. Il y a deux volets ici. Tout d'abord, nous allons voir les bases de la logique combinatoire, puis ensuite nous verrons quelques aspects de numération. Dans la logique combinatoire, nous aurons besoin donc de manipuler l'information binaire, telle qu'on a vu en introduction. Alors pour cela, on va utiliser l'algèbre de Boole, qui concerne en fait un ensemble avec deux états possibles, donc 0 ou 1. Donc ce sont les deux éléments représentant les deux états logiques, vrai ou faux, ou tout ou rien, comme on l'a vu en introduction. Alors cet ensemble est muni de la structure d'algèbre, peut-être que vous l'avez vu en maths, avec trois lois, on va dire fondamentales. La première, c'est la complémentarité, qui a une variable A associe une variable qu'on appelle non A ou A bar, telle que A bar est égal à 1 si A est égal à 0, et réciproquement, ça veut dire que A bar est égal à 0 si A est égal à 1. Ensuite, on a une deuxième loi fondamentale qui est la loi E. Alors cette fois-ci, on part du produit cartésien de l'ensemble B vers B, puisque là, on va avoir besoin de deux éléments de l'ensemble B. On le dit A et B, puis on l'écrit A point B. Et donc, on dit que A et B est égal à 1 si et seulement si A est égal à 1 et en même temps, B est égal à 1. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit égal à 0, et à ce moment-là, A et B sera égal à 0. Donc la seule possibilité pour que A et B soient égales à 1, il faut qu'à la fois en même temps A et B soient égaux à 1. La loi en OU, elle se comprend aussi logiquement comme la loi en E. Donc c'est le même espace de départ que la loi en E, le même espace d'arrivée, et on le note plus, on les dit OU, donc c'est-à-dire que A plus B se dit A ou B, et on dit que A ou B est vrai ou est égal à 1 si et seulement si A est à 1 ou B est à 1. Ça veut dire que pour que A ou B soit égal à 1, il y a trois possibilités. Soit A et B sont vrais en même temps, soit l'un des l'autre est vrai et le deuxième est faux. On va avoir un certain nombre de propriétés qui découlent de ces lois. Alors des propriétés parfois qui sont similaires à l'algèbre classique. Donc telles que la commutativité qu'on va avoir sur ces deux lois. A ou B c'est B ou A et A et B c'est B et A. La distributivité, vous la connaissez en la loi en E pour l'algèbre classique, c'est-à-dire que A et B ou C, si on distribue la loi E sur la loi OU, ça fait A et B ou A et C. Et par contre, la petite nouveauté, c'est qu'on a également cette chose-là pour la loi OU, ce qu'on n'avait pas sur l'addition, sur la multiplication. C'est-à-dire que A ou B et C, c'est A ou B et A ou C. Ensuite, on a des règles d'associativité. Alors là, vous voyez, c'est les mêmes que l'algèbre classique. Et ici aussi, là, pas de souci. Maintenant, on va voir des éléments neutres. Alors, on a l'élément neutre 0, qui est l'élément neutre pour la loi OU. C'est-à-dire que A ou 0, c'est A. Pour la loi E, c'est plutôt un élément d'absorption, en fait. On a que A et 0, c'est 0. 1, c'est l'élément neutre de la loi E, c'est-à-dire que A et 1, c'est A. Par contre, A ou 1, c'est 1. Donc vous voyez, là, on a aussi une absorption. Ensuite, on a la complémentarité. Qu'est-ce qui se passe si j'applique la loi ou et à deux éléments complémentaires? C'est-à-dire que A ou A bar, on peut montrer que c'est 1, et A et A bar, c'est 0. Ensuite, on a l'idempotence, qui nous dit que A ou A, c'est A, et A, c'est A. Donc vous voyez qu'il y a quelques similitudes avec l'algèbre classique, mais il y a quand même quelques petites différences. Donc il faut un petit peu s'en méfier. Ensuite, on a d'autres règles qui apparaissent comme le double complément, c'est-à-dire que le A bar, c'est-à-dire que le double complément de A, c'est lui-même, c'est A. On a des règles d'absorption, c'est-à-dire que A ou A et B, c'est A et 1 ou B, c'est-à-dire que c'est A et 1, ça donne A. Ensuite, on a des règles d'inclusion. On peut montrer que A ou A bar et B, avec le développement qui est là, c'est A ou B. On va utiliser également un théorème qui permet de faire la complémentarité d'une opération, donc là, notamment avec les deux opérations de base qui sont les lois OU ou E. Ce théorème s'appelle le théorème de De Morgan. On peut voir ce théorème comme le fait que le complément d'un OU est le E, donc ça veut dire que le A ou B, le tout complémenté, c'est A bar et B bar, et après on a la même chose d'un E sur le OU. Donc ça veut dire que le A et B, le tout complémenté, c'est A bar ou B bar. Vous pouvez vous dire que c'est comme si vous distribuez la complémentarité sur d'une part les éléments de l'opération, mais également l'opération elle-même, en disant que le complément de la loi OU c'est E et le complément de la loi E c'est OU. Un autre moyen de définir une fonction booléenne, c'est l'utilisation de table de vérité. Alors ça, j'imagine, c'est des choses que vous avez également pu voir
en mathématiques. Alors, il y a quelques règles pour construire cette table de vérité. Alors déjà, on va avoir au moins une sortie et puis au moins une entrée. Alors là, je vais vous montrer uniquement la table de vérité pour une sortie. Donc, on va séparer sortie et entrée avec, vous voyez, par exemple, une double barre verticale. Là. Donc là, c'est ce qui correspond à la fonction. La fonction va dépendre de 3 variables booléennes, vous voyez. Et là, c'est ce qui permet de représenter les états de la variable booléenne associée à la sortie en fonction des états de l'entrée. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez là, on a 3 variables booléennes, et ben, c'est d'avoir le nombre complet de possibilités possibles. Alors ça, c'est facile, on peut le compter parce qu'on sait que quand on a n variables booléennes, on va avoir 2 puissance n variables possibles. Donc on sait que là, on a 3 variables booléennes d'entrée, donc on va avoir 2 puissance 3 égale 8 combinaisons possibles. C'est pour ça que là, vous avez 8 lignes. Ensuite, il s'agit de ne pas oublier de combinaisons ni d'en compter plusieurs fois. Donc, il va falloir essayer de ranger dans un certain ordre qui soit plus ou moins logique les différentes combinaisons. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités, mais il y en a 2 principales qui nous intéressent. C'est le code binaire naturel ou le code binaire réfléchi. Alors déjà, je vais vous montrer le code binaire naturel. Alors si vous regardez, pour le construire, c'est très simple. Le code binaire naturel, on va avoir des alternances à chaque fois. Sur la dernière colonne, donc ici, on va avoir une alternance à chaque fois tous les 1 termes. Donc 0, 1, 0, 1, en commençant par 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ensuite, pour la deuxième colonne, celle du milieu, là, on va avoir une alternance tous les 2 termes. Voilà. Et puis ainsi de suite. Plus on se décale à gauche, plus on va avoir une alternance tous les 2 puissance, le numéro de la colonne, en commençant par compter à 0 ici, si vous voulez. D'accord, donc là j'ai 2 puissance 0, donc une alternance tous les 1, 2 puissance 1, une alternance tous les 2, et 2 puissance 2, une alternance tous les 4. Donc là c'est comme si j'avais ma colonne numérotée 0, ici comme si j'avais une colonne numérotée 1, et là une colonne numérotée 2. Autre façon de comprendre cette logique, c'est comme si, ben là on va dire que c'est un n, donc c'est comme si ici je pourrais ranger dans l'ordre les sommes des 2 puissance n. Ben là je vais avoir 0 partout, donc là j'ai 0. Ici je vais avoir 1 fois 2 puissance 0, donc je vais avoir 1. Ici, je vais avoir 1 fois 2 puissance 1, donc je vais avoir 2. Ici, je vais avoir 1 fois 2 puissance 1, donc 2 plus 1 fois 2 puissance 0, donc ça fait 3, et ainsi de suite. Et donc on remarque en faisant comme ça, on va compter de 0 à 7. Donc on a bien les 8 premiers entiers en partant de 0. Donc voilà une possibilité pour retrouver le code binaire naturel. Ensuite, sur le code binaire réfléchi, on n'a pas la même logique, mais par contre, il y a quand même une certaine logique pour retrouver le décompte. On a toujours des alternances. Alors, sauf que là, sur la première colonne, on a une alternance tous les 2, sauf sur la première alternance. Et la dernière, vous voyez, sur la première alternance, j'ai une alternance tous les 1. Et après, c'est un peu la même logique derrière. Là, j'ai une alternance tous les 4. Si je continuais, j'aurais une alternance tous les 4 encore. Sauf ici, là, où j'ai une alternance tous les 2. Et là, ça serait pareil, j'ai une alternance tous les 4 au début, mais après, si je continuais, j'aurai une alternance tous les 8. Donc une façon logique de trouver en fait ce codage. Autre chose qui est intéressant dans ce codage, c'est que pour passer d'une combinaison successive à l'autre, j'ai qu'un seul bit qui change. J'ai qu'une seule entrée qui change. Regardez ici, ils sont tous à 0. Ici, ils sont tous à 0, sauf 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a que cet état-là qui a changé. Ensuite, cet état-là est resté à 1. Par contre, celui-là, il est passé de 0 à 1. Donc vous pouvez vérifier, entre chaque ligne, il n'y a une seule entrée qui change. Donc on l'appelle code binaire réfléchi, puisqu'en fait il y a une certaine symétrie, si vous regardez, par rapport à la ligne que vous voyez, j'ai mis un double trait horizontal qu'on retrouve ici. Sauf sur la première colonne, là où j'ai une antisymétrie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces différentes façons de coder les combinaisons binaires, pour être sûr de ne pas en oublier. On peut donc utiliser les tables de vérité pour aussi quantifier les différentes fonctions logiques, et on peut bien entendu commencer par les opérations fondamentales, telles qu'on l'a vu précédemment. Donc notamment le nom, alors si vous regardez là, elle ne concerne qu'une entrée binaire, donc on n'a qu'une seule colonne en entrée, une seule colonne en sortie, elle se note comme ça, vous vous rappelez, donc là on a bien la complémentarité qui apparaît ici. Ensuite pour la loi en et, là j'ai 2 entrées possibles, A et B, et donc j'ai 4 combinaisons possibles, 2 puissance 2. Il faut bien ce qu'on a ici, alors attention là on a un 1, il a été un peu caché. La seule possibilité pour avoir une sortie vraie, c'est que les 2 entrées soient vraies en même temps. Toutes les autres possibilités donnent une sortie fausse. Alors là vous voyez, ça c'est une autre représentation, ce qu'on appelle la représentation à l'aide des logigrammes. On va présenter comme une sorte de circuit électrique. Alors là vous voyez, pour le complémentarité, on va utiliser une petite balise comme ça, avec un carré contenant un 1 qui veut dire en fait l'identité, on verra plus tard, et puis donc là on met un petit cercle à la sortie qui veut dire que ça c'est la complémentarité. Pour le et, on va utiliser le symbole esperluette qui veut dire le et aussi quand on écrit en langage,
Et donc là, le A et B se notent comme ça, avec 2 entrées ici. Pour le OU, on va avoir aussi une table de vérité qui a la même structure que pour le et, sauf que là, le A ou B, il va être vrai dans 3 cas sur 4. Il va être faux uniquement lorsque les 2 variables sont fausses en même temps. Il se note de cette façon-là, vous voyez, avec un carré et un supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'en fait, pour que la sortie soit vraie, il suffit que la somme des 2 entrées soit supérieure ou égale à 1. Ensuite, on a des opérateurs qui ne sont pas fondamentaux, mais qui se déduisent assez facilement des combinaisons d'opérateurs fondamentaux. En fait, l'idée, c'est de combiner la complémentarité des lois et ou. Donc ça nous donne un non et un non ou respectivement, qu'on note en anglais NAND ou NOR. Et en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est prendre les tables de vérité précédentes et d'appliquer la complémentarité. Donc on remarque qu'on obtient ces résultats-là. En termes de notation, c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'on a vu avant. On reprend les notations du et du ou, mais on rajoute le symbole de complémentarité à la sortie. Ensuite, on peut avoir l'inhibition, où c'est une des entrées qui est complémentée. Donc là, en l'occurrence, le B. Et voilà la table de vérité qu'on obtient. Ensuite, on a l'identité qui se note avec un égal. Et donc l'identité, en fait, est vraie uniquement lorsque les 2 entrées sont égales. Donc les 2 combinaisons fausses, c'est lorsqu'elles sont différentes. Alors en termes de notation dans l'algèbre de Boole, ça se note comme ça, avec un fois entouré, et c'est égal à A et B, ou A bar et B bar. Ensuite, on a le OU exclusif, ce qui veut dire qu'en fait le OU qu'on a vu précédemment il était inclusif, ça veut dire qu'il incluait le cas où les 2 entrées étaient égales à 1, et là en fait on va exclure le cas où les 2 entrées sont égales à 1, et il se note égal à 1. Ensuite, on a des relations entre le OU exclusif et l'identité. Alors juste, je peux vous montrer quand même que le OU exclusif se note avec un plus entouré, et puis on peut montrer que c'est A et B bar, ou A bar et B. Ensuite, on a cette relation-là, c'est une sorte de théorème de De Morgan appliqué à l'identité et la loi OU exclusif. Puis après, on a cette relation-là, vous voyez, de associativité sur OU exclusif, qu'on avait également avec le OU inclusif. Alors ensuite, à partir des représentations sous forme de logigramme, on peut représenter justement un logigramme. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc pour construire un logigramme, on va avoir une sortie qu'on va mettre avec un trait horizontal, et puis toutes les entrées, on va les mettre avec des traits verticaux. Et puis on va pouvoir aller récupérer les informations logiques sur tous ces traits verticaux. Et donc l'idée, c'est de partir de l'expression logique que vous avez là à ce qu'on a ici. Alors comment on fait? Et bien du coup, on va essayer de décrire chacune des composantes qui sont ici. Alors déjà ici, vous voyez le et, il va aller récupérer, enfin là c'est un et inhibition, ici c'est entre le C finalement et le A bar. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir C et A bar. Ensuite, avec la même logique, ici, je vais avoir A bar et B. Et ici, je vais avoir B et C. Bien, et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer les dernières portes logiques pour les opérations qu'on a ici. Donc ici, on va avoir C et A bar, ou, parce que ici c'est un ou, A bar et B. Et enfin, ici, donc on va avoir S qui est égal à, alors, BC, donc B et C, ou le terme qu'on retrouve ici, qui correspond bien à l'expression donnée là. Voilà comment on peut lire un logigramme. Un autre moyen de décrire une fonction booléenne, c'est l'utilisation d'un chronogramme, où là, on va rajouter une notion d'écoulement du temps avec l'écoulement du temps qui va s'écouler horizontalement. Alors, on va représenter de la même façon l'évolution des entrées et ou les sorties avec la même fonction logique. Et donc là, vous voyez, on a également l'expression sous la forme d'un chronogramme de ce qui se passe ici. Alors après, on peut vérifier. Ici, alors, vous voyez, là, on a 0 partout, parce qu'on est à l'état bas partout. Alors, quand on a 0 partout, on trouve 0 ici. Alors, on peut vérifier. Si on a 0 partout, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça veut dire que B et C est faux, A bar et B est faux puisque B est faux et C est faux. Donc ça veut dire que chacun de ces termes est faux. Donc on a bien 0 ici. Sur le deuxième segment, on va avoir 1 ici, 0 là, 0 ici. Et là, on trouve 0. Est-ce que c'est logique? Alors là, on trouve qu'on a B et C qui sont faux, mais ça, c'est faux. On a A bar et B, sachant que A bar, du coup, vaut 0, B vaut 0, donc ça, c'est faux aussi. Par contre, A bar et C, ça vaut 0 aussi, puisque A bar vaut faux et C vaut faux. Donc on a toujours 0. Ensuite, même chose là on a 1 et 0. D'accord?
On va regarder, normalement on doit toujours trouver 0. Donc pour la même raison, donc là le C est faux, donc partout où j'ai C déjà, on aura une expression fausse. Ici j'ai A bar et B, alors B est faux, mais par contre A bar est faux. Donc là je retrouve bien avec 0. Dans cette configuration-là, toutes les entrées sont vraies. Déjà on peut voir que ça sera vrai, parce qu'il suffit que, là vous voyez j'ai une somme de 3 ou, il suffit que j'ai un des termes qui soit vrai, et là pour le coup B et C est vrai, pour que ce soit vrai. Ensuite on a 0 ici, 1 là, et du coup là on va obtenir 1 pour la même raison, B et C est vrai. Ici on a 0, 1, 0, donc on remarque cette fois-ci que B et C est faux. Par contre A bar et B est vrai, parce que là A vaut 0, donc A bar vaut 1, et 1 vaut vrai. Et ensuite on se retrouve dans la même configuration qu'au départ. Alors petite remarque, la règle nous dit que deux variables ne peuvent changer d'état simultanément, parce qu'en fait on part du principe que l'instantanéité n'existe pas dans la vie réelle. Donc forcément, il y aura toujours une variable qui va changer d'état avant l'autre, même si on prend un instant infiniment bref. Ensuite, on va pouvoir introduire la notion de front montant et front descendant, qui quantifie en fait le passage d'un état de vrai à faux ou de faux à vrai. Donc le passage de vrai à faux, c'est front descendant. Le passage de faux à vrai, c'est le front montant. C'est ce qu'on représente ici. Alors le front montant se représente avec une flèche verticale devant la variable qui nous intéresse et une flèche qui va vers le haut, et le front descendant, une flèche verticale allant vers le bas devant la variable qui nous intéresse. Et donc là, vous voyez, je vous ai représenté l'évolution des fronts montants et fronts descendants. Donc on voit bien que le front montant n'est vrai que quand A passe de 0 à 1. Et le front descendant est vrai lorsque A passe de 1 à 0. Maintenant, on va parler de numération. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues en informatique, mais on va faire un bref rappel. Alors, les microprocesseurs et les ordinateurs travaillent en base 2, donc c'est pour ça qu'il va falloir voir comment on passe de la numération binaire à d'autres types de numération. Donc, la base 2 comporte que deux éléments, 0 ou 1. Donc, on a vu en informatique notamment que pour écrire un nombre A dans une certaine base, on avait cette décomposition-ci, où A s'écrit comme la somme d'une combinaison de coefficients qu'on appelle CI et de n puissance i, où i c'est les termes de la somme qui sont là, et n c'est la base. Donc si on est en base 10, par exemple, 12 345 s'écrit comme 1 fois 10 puissance 4, 2 fois 10 puissance 3, 3 fois 10 puissance 2, 4 fois 10 puissance 1 et 5 fois 10 puissance 0. On remarque que finalement, les termes qui sont devant chaque puissance de 10 là, correspondent aux chiffres. Alors pour bien reconnaître dans quelle base est écrit un nombre, on a l'habitude de noter en indice la base utilisée. En langage C, on a l'habitude d'utiliser un préfixe 0b ou 0x. Donc là, vous voyez, vous avez l'exemple ici d'un nombre binaire en langage C ou là d'un nombre hexadécimal. Voilà, on met 0x pour dire qu'en fait on sera en écriture exacte. Donc ça veut dire en base 16. Et alors généralement, si on est en base décimale, on n'est pas obligé de préciser l'indice ici parce que c'est la base par défaut. Donc ensuite là vous avez une table qui permet de passer de différentes bases, base 10, base 2, base 16. Quand base 10 c'est pratique, on a 10 chiffres, ça veut dire que dès qu'on dépasse les 10 premiers nombres, et ben on va besoin de rajouter un deuxième chiffre. En base 2, c'est à partir du troisième nombre dans l'ordre croissant qu'on va utiliser un chiffre supplémentaire. Par contre, en base 16, ce qui est pratique, c'est que là, on a 16 caractères différents. Par contre, il faut en trouver 16. Alors, on va utiliser les 10 premiers chiffres classiques. Et puis, on va rajouter les 6 premières lettres de l'alphabet pour complémenter. Alors, on va voir comment passer d'une base à l'autre. Alors, le mieux, c'est de passer par des divisions ou des factorisations successives. On va faire un exemple. Comment convertir 47 en base 2 ? Donc, on pourra le traiter ensemble. Donc voilà comment on trouve 47 en base 2, puis comment on le trouve en base 16. Ensuite, on a déjà parlé un petit peu en informatique. Il y a d'autres langages qui utilisent du codage d'information, comme le langage ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Alors là, c'est un langage défini sur 8 bits, qui va permettre justement de représenter 256 caractères distincts.